Bonjour à tous, la Tribune des décideurs, chaque lundi, 12h30, 13h, l'occasion de poser toutes vos questions en direct aux grands acteurs, aux grands décideurs de l'économie. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Alain Madelin. Bonjour. Bonjour. À mes côtés, Robert Jules, notre partenaire de la Tribune.fr. Alain Madelin, vous le connaissez, avocat de formation, homme politique et maintenant investisseur et plein d'autres casquettes dont il va nous parler pendant cette émission. On va recueillir son avis déjà sur les grands thèmes de l'actualité. Alain Madelin, cette victoire en Grèce de Syriza, l'extrême gauche au pouvoir, à 2 sièges près la majorité absolue, c'est une expérience que beaucoup accueillent avec joie, notamment à l'extrême droite, à l'extrême gauche ici en France. Moi j'étais un peu triste pour les Grecs qui ont beaucoup souffert et qui vont souffrir encore. De voir une certaine de joie naïve, populaire, avec les femmes, les enfants, etc. Ça y est, on a voté pour la prospérité. On a voté contre l'austérité. Donc maintenant, tout est résolu. Ils vont déchanter, c'est ça que vous nous dites, L'économie, c'est pas ça. Et le vrai problème de la Grèce, c'est que jamais la Grèce n'aurait dû rentrer dans l'euro. Si elle n'était pas rentrée dans l'euro, elle n'aurait pas pratiqué cette fuite en avant dans la dette, qui est un énorme boulet aujourd'hui. Elle aurait été obligée de faire des réformes sans doute beaucoup plus tôt. Et si par hasard elle avait pu, dès le début de la crise, elle aurait dû sortir de l'euro. Alors, 1, ce n'est pas prévu par les traités. 2, ce n'était pas le moment, puisque des tas d'institutions financières portaient de la dette grecque et que c'était un risque systémique en Europe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, moralité, qu'est-ce qu'on a fait surtout? Qu'est-ce que l'on a fait? On a dit, puisqu'on ne peut pas dévaluer, la dévaluation, c'est l'arme la plus simple. C'est un appauvrissement, mais il est partagé par tout le monde. Personne ne porte la responsabilité. C'est un moyen d'ajustement simple entre un pays, la Grèce, qui a une compétitivité beaucoup plus faible que le reste des pays européens, à commencer par l'Allemagne. Et vous ne pouvez pas rester avec un tel décalage de compétitivité. Le moyen le plus simple, c'est la dévaluation, et hop, on remet tout le monde au même niveau. Alors, quand on ne peut pas faire ça, on a fait, en Grèce et dans d'autres pays en Europe, et un tout petit peu en France, on a pratiqué ce qu'on appelle une politique d'évaluation intérieure. D'évaluation intérieure, ça veut dire quoi? C'est avoir à peu près les mêmes effets qu'une dévaluation, parce que je vais faire baisser tous les prix. Les prix des salaires, les prix des pensions, les prix des remboursements sociaux, c'est pour ça les qu'on prix est en des logique actifs. Déflationniste. Bien sûr, c'est une grande logique déflationniste qui est initiée partout dans le monde, et particulièrement en Europe après Lehman Brothers. Je l'ai appelé la purge déflationniste. Il faut se désendetter. Quand vous désendettez, vous avez une sorte de contraction automatique de la masse monétaire qui pèse sur les prix et les prix baissent. Et particulièrement en Grèce, cette politique de déflation, elle a été redoutable sur le plan social. On a connu cette déflation dans les années 30. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé le keynésianisme. Keynes, à mes yeux, c'est un très mauvais économiste, mais un très bon politique. Il avait bien vu que ces politiques de déflation allaient amener la chute des démocraties. Ça a été Hitler en Allemagne, c'est pas l'inflation, c'est la déflation en Allemagne qui a amené Hitler. Ça a été la déflation Laval en France en 1935, réaction populaire, le Front populaire, etc. À un moment donné, les peuples n'en peuvent plus de supporter comme ça de plein fouet cette baisse des prix dont ils voient les effets négatifs et dont ils attendent les avantages qu'ils ont du mal à voir. Ils arrivent en réalité, c'est pas une mauvaise politique en soi, mais il y a un tel décalage que ce décalage est extrêmement dangereux pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle, puisque l'Europe a choisi cette voie de la politique de la purge déflationniste imposée à un certain nombre de pays comme la Grèce, que je disais, moi, maintenant, c'est une question politique. La solution, elle est dans la rue ou elle est dans les urnes. Et elle était dans les urnes. Il n'y a pas eu la rue, en fait, en Grèce. Oui, il n'y a pas eu la rue. Un petit peu, mais un peu aussi en Espagne. Non, mais on a fait des élections démocratiques. In fine, c'est ce populisme, entre guillemets, ou cette réaction populaire, elle se manifeste le moment venu dans les urnes. Malheureusement,
ça y est, on a voté contre l'austérité, mais ce n'est pas pour autant que les problèmes sont résolus. Si je vous suis bien, en 2010, la Grèce aurait dû étudier l'option de sortir de la zone euro. C'est pour vous objectivement, fondamentalement pour moi, oui, mais je l'ai dit, les traités ne le prévoyaient pas. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus facile, parce que la Grèce, comme on dit, est en excédent primaire, donc sa situation budgétaire le permettrait, parce que, au fond, l'essentiel de la dette est porté par des institutions publiques, parce que le système bancaire européen est devenu beaucoup plus sûr. Enfin, pas grand-chose pour que, en réalité, la sortie de la Grèce de l'euro soit une solution. Personne n'en veut, à commencer pas par M. Alexandre Tsipras lui-même. Mais alors, si on vous écoute bien, on se dit, finalement, cette zone euro ne profite qu'à un pays, l'Allemagne, qui est la victime, le bouc émissaire désigné de tous les contestataires. Mélenchon, Le Pen, ils disent la même chose que vous. Énorme problème, parce que cette politique de bon sens, de retour à un certain nombre de disciplines budgétaires, à une économie de marché qui fonctionne, qu'auraient dû faire les Grecs depuis longtemps, ça leur paraît imposé par les pays du Nord, pire encore par l'Allemagne. Et donc c'est une politique qui est rejetée avec un sentiment de fierté nationale. On ne peut pas se laisser imposer cela. Il y a du côté anti-Bosch dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors en réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'euro devait être accompagné de deux politiques. Premièrement, une politique de discipline monétaire. Puisqu'on partage la même monnaie, il ne faut pas qu'il y en ait un qui flambe avec. Donc on doit tous respecter des règles budgétaires. Ça, c'est la BCE, on l'a. Non, monétaire. Ça c'est le pacte de stabilité qui justement a été violé par la France, Chirac, et l'Allemagne, Schröder. Et à partir de ce moment-là, tous les pays ont dit on peut y aller. Et d'une certaine façon, l'euro, qui aurait dû être un accélérateur de sérieux et de réformes, est devenu le parapluie de toute une série de politiques un peu bêtes. En Espagne, on a fait des châteaux. En Grèce, on a fait des fonctionnaires. En France, on a fait les 35 heures. Donc tout le monde a fait ses propres bêtises. Et puis le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous êtes dans une zone monétaire avec une seule monnaie, vous avez une rigidité. J'ai plus mon système d'écluse entre les pays. C'est-à-dire que si je n'ai pas de variable d'ajustement dans l'économie, in fine, ce sera le chômage et la récession qui va rester la dernière variable d'ajustement. Donc je suis obligé d'avoir des économies très souples. C'était l'objet, vous vous souvenez, de l'agenda de Lisbonne, qui était toute une série de réformes qui devaient mettre de la souplesse dans nos économies. Donc on a fait des bêtises sur le plan budgétaire et fiscal, on a refusé les réformes nécessaires, ce qui amène une situation où on est obligé de subir une purge déflationniste en Europe, ce qui est redoutable pour certains pays. Comment on en sort ? Aussi, c'est pas simple pour la France. Comment on en sort ? Parce qu'au-delà de la Grèce, comment est-ce que nous, Français, on arrive à se remettre sur les rails ? Alors, on n'en sort pas. En réalité, on ne peut s'en sortir que par des réformes profondes qui vous permettent de retrouver de la croissance. On pourra en dire un mot. Mais la seule solution, c'est la croissance. La loi Macron, c'est ça ? Amusant, un petit pas. Okay. Mais des réformes profondes qui vous permettent de retrouver la compétitivité et la croissance. La compétitivité, c'est la compétitivité de l'État. Donc c'est le re-engineering de l'État, l'ouverture à la concurrence des fonctions de l'État, etc. L'État efficace, l'efficacité de la dépense publique. Vous avez raison, c'est bien le bon terme. Il ne s'agit pas de couper dans les dépenses publiques, il s'agit de les rendre efficaces. Et deuxièmement, la compétitivité de l'économie. La compétitivité de l'économie, c'est quoi ? C'est deux facteurs, le travail, le talent et le capital. Donc quand vous avez le record mondial de la fiscalité des talents et le record mondial de la fiscalité du capital, il y a peu de chances que vous fabriquiez de la croissance. Et puis, bien évidemment, un univers de concurrentiel, notamment le marché du travail, favorable à la croissance. Donc ce sont des réformes de ce type-là qui permettent de fabriquer de la croissance. Tant que vous avez un taux de croissance qui est inférieur au taux d'intérêt réel, votre dette, elle continue d'augmenter. Ça a été le cas de la Grèce, c'est aussi encore le cas de la France. En attendant, qu'est-ce que l'on peut faire ? La Banque centrale elle dit, écoutez, dans cette situation-là, moi, la seule chose que je peux faire, c'est vous donner du temps. Vous donner du temps, c'est vous donner le moyen de supporter votre dette. Le moyen de supporter votre dette, c'est de mettre les taux d'intérêt à zéro. Taux d'intérêt court, taux d'intérêt zéro. C'est une politique... Oui, c'est ce que l'on fait. C'est pas si facile que ça, parce que pour faire les taux d'intérêt à zéro, ce que les gens ne savent pas, c'est que
En réalité, vous prenez ce qu'on appelle du collatéral, vous prenez des prêts titrisés, vous prenez, etc. Vous les donnez à la Banque Centrale Européenne qui vous fait aussitôt les liquidités. Et elle remet des liquidités dans le système. Quand ces liquidités ordinaires s'épuisent, il ne reste qu'une seule solution, c'est ce qu'a fait la Banque Centrale la semaine dernière, il ne reste qu'une seule solution, c'est de prendre des obligations souveraines d'État. Et c'est ce qu'elle va faire massivement pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de liquidités de façon à éviter, non pas la déflation, on va rester en déflation, mais à éviter ce qu'on appelle la déflation des pressions. La déflation des pressions, alors ça c'est la mécanique abominable, c'est celle de 1929, qui a été théorisée par Irving Fisher, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un agent économique endetté saute, parce qu'il ne peut pas rembourser sa dette, la banque elle-même, elle est obligée de provisionner la perte dans son bilan. Et vous savez que quand une banque provisionne une perte de 1 dans le bilan, elle est obligée de couper environ 12 de crédit à l'économie. C'est le multiplicateur qui, dans le sens, fonctionne dans l'autre sens. Donc, elle coupe des crédits à l'économie qui progressivement entraînent la faillite d'autres acteurs, et c'est un effet domino abominable. C'est la raison pour laquelle les banques centrales qui ont beaucoup appris de l'expérience de 1929 disent moindre risque de déflation-dépression. Comme le disait Milton Friedman, je prends un hélicoptère et j'arrose de dollars. Nous, c'est de l'euro. J'arrose d'euros l'économie. Donc c'est bien. C'est ce qu'il fallait faire. Là, pour le moment, on n'a pas encore vu... Ça évite l'incendie, mais vous avez un risque d'inondation à la place. Mais c'est moindre mal. Oui et non. On peut se noyer aussi. Sur une longue période, les taux d'intérêt zéro, c'est un peu la politique du Japon. On sait comment on rentre dans cette politique. On ne sait pas comment on en sort. Le taux d'intérêt zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est le prix du temps et le prix du risque. Donc je dis le temps vaut zéro. En économie, le temps vaut zéro. Le risque vaut zéro. Et dans un tel univers, vous faites beaucoup de bêtises. Alors d'abord, premièrement, ce qui est profondément injuste d'ailleurs, c'est que ceux qui s'enrichissent, ce sont les gens qui sont déjà très riches. Parce que cet argent-là qui arrive dans les banques, bien évidemment, une banque dans cette situation, elle ne prête qu'aux riches. Donc les riches vont pouvoir faire des effets de levier fantastiques sur des produits financiers et devenir encore plus riches. Déjà, rien que ça, et puis ça désorganise l'économie parce que vous créez forcément de mauvais investissements, des bulles ici et là. Et donc, vous pouvez faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais durablement pendant une décennie ou plus, c'est le cas maintenant de ce qui va se passer en Europe. Attention, casse-cou. Hein. Est-ce que ça adresse le problème fondamental, la racine du mal, qui est le manque d'envie des ménages, des entreprises, le manque de confiance en l'avenir? Parce que ça ne reste qu'un outil, cet hélicoptère. Le manque de confiance en l'avenir, regardez les Français au CES ou ailleurs, regardez la vitalité, la création. Non, il y a de l'énergie dans ce pays. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai l'espace nécessaire devant moi? Un espace un peu libre, sans trop de contraintes, où je peux embaucher quelqu'un pendant quelques temps, et puis si ça ne marche pas, le débaucher. Est-ce que si je prends des risques, je vais être récompensé de mon risque? Ce qui compte dans la fiscalité individuelle, c'est ce qu'on appelle le coin fiscal et social marginal. C'est-à-dire, si moi, je gagne 50 000 € en plus de valeur, sur ces 50 000 €, combien il va me rester? Est-ce que l'État me prélève 80%? Auquel cas, je vais mettre le pied sur le frein. Hein. Ou est-ce que l'État va m'en prélever 30%? Ça vaut le coup, je vais mettre le pied sur l'accélérateur. Alors ça nous amène à la loi Macron que vous balayez d'un revers de main, mais est-ce que malgré tout, justement, ce gouvernement, et c'est pour ça qu'on a appelé cette émission « Le libéralisme est-il soluble dans le socialisme » ou le contraire, on pourrait dire, est-ce qu'il va dans le bon sens quand même? Oui. Est-ce qu'il réalise justement ce point en disant qu'il faut déverrouiller un peu ce système? Vous l'auriez voté? Oui, je la voterai parce que je vote systématiquement les textes qui vont un tout petit pas, fut-il modeste, dans le sens. Mais franchement, le bon critère, le bon exemple, celui qui parle à tout le monde, c'est le travail le dimanche. Le travail le dimanche, fondamentalement, c'est une liberté. Je n'ai pas besoin d'études d'impact ni quoi que ce soit. Si j'ai envie de faire mes courses le dimanche, de quel droit mes élus vont m'interdire de faire les courses le dimanche? Si j'ai envie de travailler le dimanche, de quel droit les gens qui sont élus vont-ils m'interdire de travailler? Bon, donc c'est par nature une liberté. Alors là, on va dire, oh, attendez, donc, ça va passer de 5 à 12, mais sous avis des collectivités territoriales, sauf dans les zones internationales de tourisme. Enfin, écoutez, c'est bon. Usine à gaz. Voilà, usine à gaz, amusante. Malgré tout, ça va dans le bon sens. Oui, mais fondamentalement... Pourquoi est-ce que vos petits camarades de droite ne la votent pas? Bon, j'en sais rien, vous leur posez la question. Fondamentalement, la bonne question, c'est de savoir aussi
Quel est le grand champ qui doit être ouvert à la concurrence? Bien évidemment, c'est la sphère publique, avec des tas de moyens qui sont la délégation de gestion, la privatisation, le partenariat public-privé, etc. C'est là où il y a une efficacité de la dépense publique qui est redoutable et qui mérite effectivement l'attention du gouvernement. Je voudrais juste dire un mot sur Macron. On me dit de temps en temps, mais c'est quand même, ils sont un peu libéraux. Non, ils sont socio-patronaux. Hein, moi. Ça veut dire quoi? C'est quoi socio-patronaux? La politique à laquelle ils croient, la droite, la gauche maintenant, c'est la politique défendue par le patronat. Nous ne sommes pas assez compétitifs. Et si nous ne sommes pas assez compétitifs, c'est parce que, au cours des 15 dernières années, les salaires ont augmenté plus vite que la productivité. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. D'abord, première observation, les salaires ont augmenté plus vite que la productivité. Ce sont les salaires distribués par les entreprises. Donc les entreprises demandent à l'État de corriger quelque chose qu'ils ont fait et qu'ils ont fait même. Bon, passons. Mais surtout, l'idée, c'est que voilà, il faudrait maintenant baisser les salaires ou baisser le coût du travail, ce qui revient rigoureusement au même, puisque vous demandez aux salariés de payer une partie du coût de son travail comme consommateur ou comme contribuable. C'est le transfert de charges ailleurs réclamé pour le patronat. Il n'y en a jamais assez. C'est un effet complètement de dépression sur l'économie, même de dépression morale, puisque vous donnez le sentiment que le modèle social qui est le bon, c'est au fond avoir des salariés avec des salaires tchèques, mais les patrons restent au salaire américain, je vous rassure. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, vous dites, c'est vrai qu'on a distribué plus de salaires qu'il y a eu gain de productivité. Donc, en réalité, par rapport à quoi? Par rapport au PIB. Donc j'ai la solution qui consiste à dire je vais augmenter la productivité, je vais augmenter le PIB pour permettre de payer les salaires qui sont aujourd'hui payés, et je trouve cette politique beaucoup plus volontariste, plutôt que de dire écoutez les gars, on va se serrer la ceinture, non, on va se retrousser les manches. Plutôt que de rentrer dans le PIB, on augmente le PIB. Et donc le moyen essentiel d'augmenter le PIB, parce que le salaire il dépend de quoi? Il dépend de l'investissement, il dépend du capital investi. C'est absurde, c'est une folie monstrueuse, d'ailleurs initiée par la droite. Et par Sarkozy hier d'ailleurs, il n'y a qu'à taxer le travail comme le capital comme le travail. Mais c'est les dernières années de Fillon, ça. Mais c'est absurde. La droite a commencé à le faire, la droite l'a dit, la droite a commencé à le faire, les socialistes l'ont achevé. Et bien, achève l'économie en même temps, parce que le capital n'est pas l'ennemi du travail. Ce qui fait le bon salaire dans une entreprise, c'est le niveau de capital. Ce qui fait le bon niveau de salaire en France, c'est le niveau de capital de la France. Donc opposer le capital et le travail, et rogner et surtaxer le capital, à terme, c'est paupériser le travail. 2017, comment vous voyez ça? L'élection présidentielle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les événements du 11 janvier, la manifestation du 11 janvier, a été le révélateur, à mon avis, de quelque chose qui était plus profond dans l'opinion française. Une grande défiance de la classe politique, un peu comme à la veille de la chute du mur de Berlin dans les pays de l'Est. Le sommet ne peut plus, la base ne veut plus, hein, une sorte de refus de la classe politique, mais avec quand même, malgré tout, en arrière-plan, l'idée que, si les modernes, les modérés étaient capables de s'unir, je dis n'importe quoi, mais Juppé, Valls, Bayrou, que vous voulez, étaient capables de s'unir pour essayer, autour d'un certain nombre de réformes, d'éviter les simagrées, les postures, etc., on serait prêt peut-être encore à voter pour eux avant de passer dans le vote franchement contestataire. Donc je pense que cette idée-là, s'il y avait des réformateurs intelligents, ouvre la voie d'une réflexion, non pas d'un gouvernement d'union nationale ni quoi que ce soit, mais la réalité c'est que nous ne subissons pas une crise. Nous sommes en train de vivre une profonde mutation d'une société fermée à la société ouverte, mondialisée, de la société industrielle à la société mondiale de la connaissance numérisée.
Donc, c'est une transformation considérable de l'ensemble de la politique, de l'ensemble de l'économie, de l'ensemble des institutions. Ce qui signifie que si vous voulez refonder, je termine, si vous voulez refonder, la refondation, elle ne se fait pas avec un bras de fer. La refondation, c'est un peu comme un contrat social. Il faut que les idées que vous défendiez, vous soyez capable d'en faire la pédagogie et d'avoir, sinon le soutien des forces qui sont en face de vous, au moins un minimum de consensus pour faire avancer les choses. Donc je rêve de cette pédagogie-là, de cette pédagogie réformatrice. Malheureusement, elle reste encore un peu orpheline. Ce serait qui le champion pour je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Je me permettrai peut-être d'écrire à aux uns et aux autres pour leur donner quelques idées. Vous pensez qu'on souffre aujourd'hui d'un certain confusionnisme politique Oui, parce que si je décide, je voudrais faire un programme un peu commun entre tout le monde. Ce programme commun entre un peu tout le monde, il y a quelques journaux qui se sont amusés, c'est un peu le programme de la purge déflationniste que j'évoquais tout à l'heure, je coupe dans les budgets. C'est pas la politique que je fais, c'est pas une politique libérale en tout cas. Ce que je voudrais, c'est prendre le meilleur de la politique libérale qui existe peut-être encore un peu à droite, et le meilleur de la politique libérale qui peut émerger à gauche, comme c'est le cas chez un certain nombre d'économistes. Voilà, une page actualité très dense sur laquelle il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On va passer à la rubrique qui vous est consacrée, plus en tout cas à votre nouvelle vie professionnelle, celle d'investisseur. Parce qu'on le sait assez peu, en fait, vous êtes associé maintenant à un fonds qui s'appelle la Tour Capital. Et quand vous vendez ce fonds, vous dites, et c'est une réponse à la question en 2017, il faut que ça puisse résister à 2 quinquennats Hollande et 15 ans de déflation. C'est un mot, mais c'est vrai que quand vous choisissez des investissements, vous êtes obligé de faire une analyse du contexte. Je pense qu'il faut, par prudence, au regard de l'argent que l'on vous confie, vous mettre dans un scénario pessimiste. Le scénario pessimiste, c'est une déflation qui dure en Europe. Scénario à la japonaise, dont vous avez parlé. C'est des réformes, j'allais dire un peu à la Macron, des petites réformes, mais qui n'ont rien de décisif pour la France. Donc c'est dans cet univers-là que nous choisissons nos investissements. Et alors ça donne quoi concrètement? Vous investissez dans quel genre d'entreprise? Ça donne, on investit dans des entreprises qui sont des moyennes entreprises auxquelles on apporte tout ce que l'on peut apporter pour les aider à se développer. Ce sont des entreprises qui, ou en France, ont un créneau bien protégé par une innovation dans un business B2B, etc. Ou le plus souvent, des entreprises qui ont un gros potentiel à l'étranger qu'on aide à développer. Des sociétés françaises. Oui, des sociétés françaises. Des exemples, donc, je développe des entreprises en France, des sociétés françaises pour créer des emplois, acquérir d'autres entreprises, etc. Enfin, des vrais développeurs d'entreprises. Hein. Le dernier investissement, c'était dans quoi? Oh, on en a plein, l'investissement dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le domaine du net, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'analyse du vieillissement des infrastructures, etc., etc. Je ne suis pas là pour vendre Si, aussi. Chaque fois, vous êtes actionnaire principal dans ces sociétés. À chaque fois, oui, on est actionnaire, ou dans un pacte d'actionnaires majoritaire, oui. Ça vous change beaucoup de la politique, j'imagine, cet univers financier? Moi, j'ai toujours été dans l'économie, dans la macro, dans la micro, dans mes expériences ministérielles, l'industrie, les télécoms, l'énergie, les PME, l'économie. Enfin, j'ai toujours été dans l'économie. Mais ce qui là, c'est l'économie appliquée quand même. Oui, bien sûr. Donc c'est tout à fait passionnant parce que vous êtes co-développeur en réalité de ces entreprises. Et si ça marche plutôt bien. Si ça marche, c'est qu'en réalité, on apporte réellement quelque chose à ces entreprises. On n'est pas des financiers, hein, au sens qu'on ne cherche pas un effet de levier pour eux. Ce que l'on est, c'est des vrais développeurs partenaires. Mais vous êtes la preuve qu'on peut encore trouver de l'argent et financer les entreprises en France. Il y a du capital finalement à investir. Mais il y a du capital à investir, indiscutablement. On ne manque pas de capitaux, on manque plus de bons dossiers d'investissement que de capitaux, à mon avis. Un mot justement sur cette carrière politique. Vous avez tiré un trait définitif dessus ou ça pourrait renaître? Je m'amuse de temps en temps par coquetterie de dire je suis en retrait de la politique. Pas en retraite, en retrait, oui. Pas en retraite. Donc je la vois de loin un peu. On pourrait imaginer, je ne sais pas, faisons un peu, rêve. Je la vois un peu avec tristesse parce que
beaucoup des propositions que j'ai faites depuis quelques décennies ou que j'ai pu porter en 2002, beaucoup de gens disent oui, ce sont des propositions qui restent d'actualité, qu'il faudrait mettre en œuvre. Bon, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème avec le personnel politique qui a tendance à se reproduire? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des réformes pour déprofessionnaliser la politique en France? Je ne sais pas si vous... Le cumul des mandats, par exemple. Oui. On a déjà parlé, il me semble, le cumul de mandats il y a quelques temps. Peut-être. Non, mais ce que je reproche aux hommes politiques, le cas échéant, c'est de ne pas être des professionnels, c'est d'être de mauvais professionnels. D'accord. Et de bien savoir, bien connaître la politique. Mais le plus souvent, ne rien connaître à l'économie. Le nombre d'hommes politiques avec lesquels vous pouvez discuter à fond de questions monétaires, il n'y en a pas BSF, hein. Même de questions fiscales et autres, le nombre est assez réduit. Donc, en réalité, ce qui me frappe, c'est cette grande méconnaissance de l'économie par l'ensemble des Français, en général, et par les politiques en particulier. Et ça peut être résolu par une meilleure représentation nationale. Le patron de Michelin a une idée intéressante, je trouve. Il propose que les grands groupes offrent aux salariés qui se font élire, font un mandat et puis perdent leur mandat, d'être réintégrés un peu comme le statut de fonctionnaire dans le grand groupe dont ils sont issus. Est-ce que ça, c'est des initiatives qui sont très concrètes, que les grands groupes peuvent faire de façon privée? Effectivement, si c'était le problème principal, je vous le dirais, ça me paraît totalement accessoire. Qu'est-ce que vous faites d'autre à part donc de l'investissement, regarder la politique, la commenter? L'éducation, on parle d'économie, de la connaissance numérisée. Hein, vous êtes aussi avec des réflexions dans le domaine. Oui, j'ai fait à titre caritatif un programme d'école numérique pour l'Afrique. On a fait 5 ou 6 000 écoles en Afrique, avec une fascination pour ces nouvelles technologies et ce qu'elles peuvent apporter à l'éducation. On a eu le premier prix du meilleur projet éducatif mondial sur 650 projets à présenter à Washington. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est pas totalement nul. L'idée, quelle est-elle derrière? C'est que la matière première de la civilisation du futur, la connaissance, c'est un bien communiste. Je suis provoquant. C'est un bien, au sens, c'est un bien public, comme la lumière d'un phare. Je ne m'appauvris pas lorsque je le partage. Voire même quand je partage ma connaissance dans un réseau où des gens vont la reprendre pour l'améliorer, je la multiplie. Donc c'est extrêmement... C'est plus une économie de la division et de la pénurie, c'est une économie de la multiplication. Et au surplus, la reproduction numérique de ce bien essentiel se fait à coût marginal nul. Donc c'est le symbole, je crois, de l'éducation d'une des dimensions essentielles de la nouvelle économie. Alors, un énorme regret, j'ai essayé de convaincre les actuels dirigeants, les anciens, etc., c'est qu'on n'utilise pas cet formidable outil pour une mobilisation de l'ensemble de dirigeants d'entreprise, des organismes de formation professionnelle, etc., au service de la formation professionnelle. Alors, il faut vraiment mettre le paquet, quoi. Il y a des millions de gens que l'on peut réinsérer, qui seraient même prêts d'eux-mêmes à travailler le soir sur leur tablette si on leur offrait des MOOC, comme on le fait pour l'enseignement supérieur, mais des MOOC de formation professionnelle. On trouve déjà beaucoup de choses sur YouTube. Si vous surfez sur YouTube, vous pouvez avoir des cours de compta, de plein de choses. Oui, vous ne trouvez pas de système de formation professionnelle français qui soit numérisé, mis à la disposition du grand public, des formateurs en entreprise comme des salariés eux-mêmes, comme des chômeurs, qui puissent éventuellement être suivis en ligne avec des plateformes. Ceci n'existe pas. Or, ce que je viens de vous dire, on peut le réaliser à un coût budgétaire quasi nul, à partir de ce qui existe déjà bêtement. Donc ça, c'est un grand regret. Un très grand regret. C'est pas trop tard, peut-être? Non, mais je le dis, je le redis. L'idée finira par voir le jour, mais Dieu que c'est difficile de faire bouger les choses dans ce pays. Et ça ne vous tente pas de créer une entreprise autour de ce projet de formation numérique professionnelle? Non, puisque là, ce que je suis en train de parler de gratuité. Ce que j'ai fait en Afrique, c'est des open source, c'est des programmes gratuits. Donc, il faut que ça soit les pouvoirs publics, parce que sinon, il n'y a pas de financement, c'est ça? Ça pourrait ne pas être les pouvoirs publics, mais sur la formation professionnelle, l'initiative dont je vous parle, elle pourrait en réalité émaner
d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui disaient on va le faire et qui mettraient les pouvoirs publics au pied du mur en disant comment vous allez nous accompagner. Donc elles pourraient venir. Les grandes écoles commencent à s'y mettre, les HEC, ESCP Europe. Oui, mais gens, moi je vais le faire aussi dans un domaine qui me tient à cœur, qui est justement la formation économique. Je vais, dans quelques temps, faire une dizaine de MOOC de promenades dans l'économie qui permettent d'accéder à plus que l'essentiel de l'économie. Mais là, je suis en train de vous parler de la formation professionnelle pour laquelle, franchement, c'est relativement simple. Il suffit, avec les universités d'entreprise, avec les organismes, avec l'enseignement technique professionnel, etc., de faire le catalogue de tous les cours dont on a besoin, des petits cours de réinsertion pour apprendre à un gamin à se comporter correctement, à parler français, etc., à les numériser. Mais les cours existent, les talents existent, les moyens existent, les studios existent, tout existe. Ce qui manque, c'est la volonté. J'en ai discuté avec pas mal de professionnels. On me dit, bon, en 18 mois, en 2 ans, on pourrait mettre l'essentiel de la formation professionnelle en ligne. Vous vous rendez compte ? Une grande bibliothèque des savoirs et des savoir-faire numériques accessibles à toute heure du jour et de la nuit, librement, gratuitement. Enfin, c'est un beau projet, ça. Même pour des socialistes. Même pour des socialistes. Alexandrie 2.0. Merci Alain Madelin pour vos analyses et votre enthousiasme toujours aussi énergique. Merci Robert pour sa participation. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.